Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle masterclass organisée par l'école 3IS. Aujourd'hui, notre campus de Bordeaux se penche sur le cinéma d'animation et tout particulièrement comment les personnages prennent vie et comment l'esthétique raconte une histoire. Autour de la table, nous recevons 3 experts prestigieux, l'auteur de bande dessinée et réalisateur Vincent Paronneau, alias Winchlus, l'illustratrice et réalisatrice Claire Sichez, ainsi que l'animateur Julien Allard. Donc Claire, tu es scénariste, storyboardeuse et réalisatrice reconnue pour tes univers singuliers, pour la sensibilité et la poésie qui se dégagent de tes œuvres cinématographiques. Tu as la particularité d'entretenir des liens étroits avec l'illustration pour renforcer l'impact narratif de tes récits. Tu as notamment réalisé L'amour en plan en collaboration avec l'illustratrice Fanny Blanc, court-métrage projeté dans plus de 50 festivals, bravo, dont Annecy est primé en Corée et en Argentine. Tu as également co-réalisé le court-métrage Yamès et la Grande Dévoreuse avec Marine Rivoal, illustratrice et auteure de plusieurs albums jeunesse, et pour lequel, avec Marine, vous avez été sélectionné pour les Césars dans la catégorie meilleur court-métrage d'animation. Tu as aussi réalisé Moi j'attends, adaptation du roman graphique de David Ecali, illustré par Serge Bloch. Et toi aussi, tu as travaillé en tant que storyboardeuse sur des adaptations de bande dessinée. C'est un peu le dénominateur commun de toi et Vincent. Et tu as également contribué en tant que storyboardeuse à des adaptations de bandes dessinées comme Ariol, Les Cahiers d'Esther, une série télévisée adaptée de la bande dessinée du même nom de Riyad Satou. Vincent, quant à toi, tu es connu sous le nom de Winchlus. Tu es auteur de BD et réalisateur et scénariste. Tu commences ta carrière en tant qu'auteur de BD. Tu reçois plusieurs distinctions pour tes ouvrages, comme pour Dans la forêt sombre et mystérieuse, pour lequel tu reçois de nombreux prix, et Pinocchio, ton adaptation du roman éponyme qui est primé plusieurs fois en France et à l'étranger, pour lequel tu reçois entre autres récompenses le Fauve d'Or au Festival d'Angoulême, soit le prix du meilleur album en 2009. Tu es aussi connu pour tes œuvres cinématographiques, comme Persepolis, adaptation de la bande dessinée de Marjane Satrapi avec laquelle tu co-réalises le film, et pour lequel vous êtes nominé aux Oscars et recevez 2 Césars, meilleure adaptation et meilleur premier film, ainsi que le prix du jury au Festival de Cannes, rien que ça. Ton actualité, c'est l'adaptation de ta BD Dans la forêt sombre et mystérieuse, portée au grand écran sous le nom d'Angelo Dans la forêt mystérieuse, que tu as également co-réalisé, mais cette fois avec Alexis Ducor, et qui est sorti en salle depuis le 23 octobre. Et nous vous invitons à aller le voir si ce n'est pas déjà fait. Julien, quant à toi, tu es animateur 2D de renom. Tu as collaboré sur de nombreux projets dans de nombreux studios comme Folimage, Xilam, Bobby Pills, La Chouette, sur des courts-métrages tels que Los Días de los Muertos de Pauline Pinson, Au poil d'Hélène Frianen, mais aussi La quête héroïque du valeureux prince Ivan Doé, série animée produite par le studio voisin Sainte Créature, que nous saluons au passage. Tu as également travaillé en tant que chef anime sur le projet Splinter Cell Dead Watch, adaptation de la série, de la licence du jeu Ubisoft, et tu as occupé le rôle de directeur animation, comme je le disais. Tu es également président et fondateur de l'association FPS, Fun Per Second, association de professionnels et étudiants de l'animation en Nouvelle-Aquitaine, et créateur du Bordeaux Animation Workshop, résidence d'écriture et de développement visuel dédiée à la création d'œuvres animées. Moi, ce que j'aimerais d'abord tout, c'est discuter un petit peu de votre parcours, s'intéresser un petit peu à vos premiers pas dans l'industrie. Et je vais m'adresser à toi, Claire. J'aimerais savoir ce qui t'a donné envie de raconter des histoires, comment tu as mis le pied à l'étrier et t'en es venu à faire des films d'animation aussi singuliers. Quand il a fallu décider de quelles études j'avais envie de faire, j'ai fait un peu toutes les portes ouvertes des écoles d'art et je suis tombée sur les Gobelins et du coup j'ai vu des films et je me suis dit mais on peut en faire notre métier, faire bouger nos dessins, c'est incroyable. Et donc je me suis mise en tête de faire les Gobelins et j'ai pas du tout fait les Gobelins. Au final j'ai fait les Arts Déco de Strasbourg et la Poudrière parce que quand j'ai démarré en fait j'étais plus attirée par le côté artistique que le côté technique de l'animation. Et du coup, en fait, j'ai voulu plutôt me diriger vers une école d'art pour faire de la réalisation et de l'écriture que de me spécialiser en termes techniques.
Et voilà, et après La Poudrière, j'ai fait plusieurs courts-métrages, et j'ai aussi continué de me former à l'écriture pour aussi avoir la casquette de scénariste et pouvoir écrire mes projets. Et aussi sur ceux des autres. Et toi, Vincent, est-ce que tu te remémores un peu tes premiers pas dans la bande dessinée d'abord et puis ensuite dans le cinéma d'animation? Je me remémore tout ça. Voilà. Après, moi, j'ai toujours dessiné, hein, comme tous les enfants. Et à un moment, les enfants arrêtent de dessiner, j'ai poursuivi. Comme j'ai un milieu assez modeste, j'avais pas trop d'activité, à part la délinquance. Et voilà. Et comme j'étais un peu frileux de délinquance, je continuais le dessin. Voilà. Après, j'avais des envies de films et tout ça, mais j'avais pas les moyens, j'ai pas fait d'école, j'étais un cancre. Donc j'ai fait pas mal de musique, et quand je me suis remis à la bande dessinée, parce que j'avais découvert Maus, enfin ceux qui connaissent, j'ai compris une chose, c'est qu'il fallait raconter une histoire. Voilà, fallait avoir quelque chose parce que je suis un technicien à la base. J'adorais Corben, j'adorais l'aérographe, j'adorais l'heroic fantasy. Bon, j'avais juste oublié, mais c'est normal quand on a 15 ans, qu'il fallait raconter quelque chose. Donc des années plus tard, j'ai enfin eu un ange qui a posé son doigt sur ma tête et qui m'a dit oui, il faut écrire des histoires. Et surtout, j'avais envie de raconter certaines histoires. Voilà. Donc la bande dessinée, c'était vraiment, pour moi, c'était l'équivalent d'un art populaire, au sens où il ne fallait pas grand-chose qu'une feuille et un crayon pour pouvoir faire des... voilà, il ne fallait pas de gros moyens, à part celui de travailler. Voilà. Mais après, j'avais toujours en tête de faire des films ou de l'animation. Et mon parcours, qui est très chaotique, m'a permis à un moment d'avoir la possibilité de réaliser. Voilà. Mais je l'ai pas fait, ou j'ai pas pu le faire à un moment parce que juste, j'étais pas dans le bon réseau, où j'avais pas les moyens, en fait. Voilà. Je pense qu'il y a plein d'expériences possibles. Si j'avais pu, j'aurais fait une école. Voilà. J'avais pas le bac, alors j'ai pas pu faire les beaux-arts, par exemple. Donc j'ai fait l'armée à la place. Ah, oui, le contraste est un peu fort. Ok, et toi, Julien, ton amour pour l'animation est arrivé comment? Alors, moi, c'est arrivé par plein de manières. Comment dire, c'est la case d'animation de France 3 de 20h qui était à mon époque, pour la première fois, une case spécifique à l'animation où il y avait Tintin, puis après Batman. Et du coup, c'est vrai que Batman, ça a été la révélation, où j'ai vu un film, quoi. J'ai pas vu du dessin animé, j'ai vraiment vu un film où les cadrages étaient exceptionnels, le montage et tout. Incroyable cette série, toujours incroyable d'ailleurs. Et c'est à partir de là où j'ai commencé à m'intéresser justement à ce milieu de l'animation. J'en ai pas fait de suite en fait. J'ai d'abord fait les Beaux-Arts où j'ai fait de la vidéo et des installations interactives. C'était assez drôle. Mais voilà, on a quand même réussi au sein des Beaux-Arts à monter un petit atelier comme ça où on bidouillait nous-mêmes nos premiers films totalement désastreux. Mais c'est comme ça que ça m'a permis justement de rentrer dans le dur de l'animation. Et ensuite, comme Claire, j'ai poursuivi aussi à La Poudrière. Et en vrai, en sortant de La Poudrière, je pense que je ne savais pas animer du tout. Et j'ai vraiment appris à animer, en fait, après, au sein des studios, au contact des professionnels, quoi, globalement. Pour revenir un petit peu sur ton parcours, Vincent, parce que ce qui est intéressant et que tu n'as pas trop développé aussi, c'est comment s'est créé. En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment s'est créé le lien, notamment avec Marjane Satrapi, et comment t'en es venu à adapter sa bande dessinée Persépolis à l'écran. Alors si on refait le coup du flashback, voilà. Donc comme j'ai dit, j'ai un parcours assez particulier. Donc l'animation, j'y suis venu par hasard, enfin de manière technique, c'est-à-dire que j'avais besoin d'argent. J'avais un pote qui faisait des séries, des scénaristes. Donc il m'a dit ouais, t'as qu'à faire border. J'avais jamais fait ça. Donc j'ai pris des boards et j'ai analysé, et donc je suis devenu border comme ça. Donc après je suis devenu scénariste. Donc j'avais déjà un pied par rapport à la série. Et ensuite j'ai fait un petit court-métrage. Entre-temps, je rencontre Marjane qui m'appelle un jour au téléphone. « Oui, j'ai vu ta BD, c'est génial, viens de me partager mon atelier. » Donc je me dis, elle est complètement tarée. Bon, ça c'est vrai. En tout cas, je me retrouve dans l'atelier à Paris avec elle, parce qu'il y avait à l'époque Trondheim et tout ça qui se barrait. Donc je me retrouve avec elle, on s'entend très bien. Et arrive comme son
son livre commençait à très bien marcher. Donc les producteurs se sont dit oui, bon, on va faire un dessin animé. Puis en plus c'est simple, c'est une BD, on n'a qu'à la faire bouger, quoi. Donc le faux ami de la BD et de l'animation, toujours pareil. Et donc comme moi j'avais un petit pied dans l'anime et que j'avais une expérience assez fragile quand même. Elle m'a dit oui, tu veux pas bosser dessus? J'ai dit génial. Puis en plus à l'époque le sujet me parle toujours d'ailleurs, puisque c'est un sujet politique assez fort. Et puis même par rapport à l'humain. Donc j'ai dit ok. Et donc, ça, raconter comme ça a l'air léger, mais c'était improbable. Voilà. Donc c'est vraiment une histoire de rencontre, puis de passion aussi, puisque évidemment au début tout le monde est enthousiaste, et puis au milieu du projet tout le monde a peur, et puis à la fin tout le monde est content. Est-ce que tu es passé par quelques courts-métrages, il me semble aussi? Oui, mais j'ai fait un court-métrage, après j'en ai fait d'autres. Après Persépolis, parce que le court-métrage j'aime beaucoup, parce que c'est un peu comme le roman et la nouvelle, tout n'a pas besoin de faire 1h30. Oui, Donc, en plus ça me permet d'essayer des choses voilà, sur un temps court de 10 minutes ou 15 minutes, que ce soit de la stop-mo ou enfin d'autres techniques. Voilà. Donc moi je suis très gourmand de ce genre de trucs qui servent toujours quoi qu'il arrive, parce que si on parle à la 3D que je connaissais pas, au moins on a l'apprentissage de savoir qu'il faut bien apprendre, l'apprentissage de l'apprentissage, c'est-à-dire de ne pas arriver en conquérant et de bien comprendre la technique, c'est important, quoi. Voilà. La 3D c'est vraiment c'est ultra nébuleux pour un mec qui vient de la 2D, parce qu'il y a un pipe, comme on dit, il y a des intervenants pour chaque détail, donc c'est faut être solide, quoi, si on vient pas de là, je veux dire. Ok. Et pour revenir un petit peu au sujet de ce débat, Claire, est-ce que tu peux, toi, nous exposer un petit peu tes méthodologies pour donner vie à des personnages? Je sais que tu mets un point d'honneur, dirais-je, à avoir des univers graphiques très forts, très marqués. Souvent, tu travailles avec des illustrateurs, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans tes réalisations. Donc, comment tu procèdes? Est-ce que tu te bases sur déjà des bibles littéraires existantes? Est-ce que tu adaptes? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton processus créatif? Moi, déjà, depuis que je raconte des histoires, déjà à l'école, à chaque fois que j'avais une idée d'histoire en tête, j'imaginais pas forcément mon dessin, en fait, le graphisme que moi je fais. À chaque fois, j'imaginais des univers différents. Et donc, pour chaque projet, je démarrais, j'inventais un nouvel univers graphique, des nouvelles couleurs, je testais une nouvelle technique et je me lançais un peu à l'abordage comme ça. Et en fait, quand j'ai fait mes premiers films, à l'école, j'ai tout fait aussi, mais je trouvais que techniquement, en fait, de tester des nouvelles choses à chaque fois, ça me satisfaisait pas complètement. Et par ailleurs, pendant les études, j'ai aussi fait une année en illustration où j'ai rencontré beaucoup d'illustrateurs qui, eux, ont continué à travailler leur style et leur univers graphique, à développer leur langage visuel pendant toutes leurs études et même après quand ils sont sortis. Et je me disais, mais en fait, eux, en fait, ils passent tout leur temps à dessiner, tout leur temps à développer leur langage visuel. Et donc, en fait, moi, c'est pas en quelques mois que je vais réussir à avoir un dessin ou une image qui me satisfait. Et en fait, pourquoi pas déléguer cette partie-là. Et du coup, quand j'écrivais mes histoires, j'avais en tête un univers et assez souvent, en fait, c'était l'univers graphique de gens que je connaissais. Et du coup, je me suis tournée en fait directement vers eux en leur demandant s'ils avaient envie de travailler sur mon film. Et donc voilà, c'est arrivé quelques fois que je travaille avec des illustrateurs. Après, les projets que j'ai faits, ils ont tous démarré un peu différemment, puisqu'il y en a un, en fait, c'était avec une amie, et on s'est dit, on va faire un projet ensemble. Et donc, en fait, j'ai écrit une histoire par rapport à des dessins qu'elle avait faits, par rapport à des gravures qu'elle avait fait. Il y en a un autre, c'est moi qui ai écrit une histoire, et j'ai demandé à une illustratrice de participer à mon projet. Et il y a un autre court-métrage où c'est une boîte de prod qui m'a demandé de travailler l'adaptation d'un livre que j'adore, qui s'appelle Moi j'attends, et qui est illustré par Serge Bloch, qui est un illustrateur très reconnu. Et donc voilà, j'allais pas
partir sur notre direction que de garder son dessin. Voilà. Ok, et du coup, tu as dû forcément faire un travail d'adaptation quant à ton style graphique, j'imagine. Bah, du coup, en fait, à chaque fois, bah, dans chacun de ces projets, en fait, j'ai vraiment oublié, moi, mon dessin pour me mettre au service de l'univers d'un illustrateur. En fait, moi, je me suis pas dit je vais me servir d'un illustrateur, mais je vais l'amener un peu vers moi. Je me suis jamais dit ça. En fait, je me suis dit je travaille avec cet illustrateur, j'aime ce qu'il fait, j'adore ce qu'il fait. Il y passe un temps fou, il fait ses choix, il construit son monde. Et en fait, moi, je veux le préserver de toute modification. Donc, en fait, moi, j'ai toujours fait mes films en me disant je veux que ce soit le plus fidèle à ce qu'ils font. Et donc, à chaque fois, j'ai imaginé une technique différente. Marine, en fait, elle faisait de la gravure. Et donc, au début, quand on a commencé à travailler le projet, elle était co-réalisatrice. Et elle pensait qu'elle allait faire toute l'animation en gravure. J'ai dit, mais tu peux pas imprimer, faire 12 gravures par seconde sur un film de 15 minutes. C'est totalement impossible. Et donc, en fait, on a imaginé ensemble une technique en papier découpé sur un banc-titre rétro-éclairé, avec des images des pantins transparents ou semi-transparents. Pour moi, j'attends, c'était assez simple parce que c'est un dessin au trait noir, à la ligne claire, avec simplement un fil rouge qui suit le personnage tout du long. Et ce fil, Serge Bloch l'avait photographié dans son livre. Donc, il avait allié dessin et photographie, et ce qu'il fait souvent dans ses illustrations. Et du coup, j'ai conservé ça. Donc, le fil est animé en stop-mo et les personnages sont animés en dessin animé. Et pour l'amour en plan, Fanny, en fait, elle a un graphisme à la gouache. Elle fait des peintures à la gouache. Donc, on a eu la chance qu'elle puisse travailler sur le film et faire tous les décors. Donc, elle a fait tous les décors à la gouache. Et les personnages, en fait, c'est des sortes de pantins numériques parce que j'aimais beaucoup dans son graphisme le fait que ces personnages soient un peu désarticulés. Et, ils ont un peu ce côté marionnette. Et du coup, on a fabriqué des pantins numériques auxquels on a ajouté des textures de gouache et de crayon pour que ça ressemble le plus possible à ce qu'elle fait. Et par exemple, pour prendre l'exemple du graphisme de Fanny, elle a des fausses perspectives. En fait, ces perspectives, c'est des sortes de bas-reliefs. Et du coup, je pense que peut-être quelqu'un d'autre se serait dit « Ah, mais on ne peut pas animer là-dedans, il faut qu'on remette des perspectives logiques parce que les personnages, quand ils traversent du fond de la pièce au devant, ils ont besoin de faire plusieurs pas, etc. » Et moi, j'ai dit « Bah non, tant pis, ils vont avoir les jambes qui sont très courtes, très grandes, qui vont faire 3 pas et ça va leur permettre de traverser toute une pièce. » Enfin, j'ai plutôt adapté l'animation au graphisme que modifié le graphisme pour l'animation. Je me tourne vers toi, Julien. Est-ce que, dans le cadre de la résidence à projet, est-ce que tu peux nous décrire les différentes étapes de validation, comment on amène, comment on va de l'idée jusqu'à la bibliographique? Alors, déjà, dans le cadre de la résidence, il y a quand même un appel à projet où les postulants, on va dire, doivent déposer un petit dossier pour qu'un jury sélectionne un petit peu les univers qui leur semblent intéressants. Et en fonction des profils, c'est vrai qu'on n'a pas reçu les mêmes dossiers, les mêmes projets, qui n'étaient pas la même étape, on va dire. Il y en avait, c'était très, très au niveau du concept. D'autres, il n'y avait pas du tout d'histoire et que des visuels. Donc déjà, cette étape-là, c'est vraiment le jury de réalisateurs qui a fait une sélection un peu selon leur affinité et ce qui semblait intéressant en termes de cinématographie ou prometteur. Donc déjà, il y a cette étape-là, d'essayer de convaincre un jury qu'on ne connaît pas d'avance pour justement intégrer cette résidence. Et après, dans le cadre de la résidence, on a plutôt scindé en 2 parties. Il y a une première partie qui est en cours en ce moment, là, ils terminent leur 3e semaine, qui est plutôt axée sur la partie écriture littéraire. Et une deuxième partie qui sera en février-mars sur l'écriture graphique. Parce que la résidence, ça s'appelle bien résidence des écritures en animation. Parce que justement, en animation, on va dire que l'écriture littéraire et l'écriture graphique font des va-et-vient constants. Et là, on l'a scindé en 2, mais en vrai, je pense que dans la deuxième partie, il va y avoir pas mal d'allers-retours sur le scénario, alors qu'ils seront à l'étape du graphisme. Et c'est intéressant justement que ça ne soit pas totalement figé.
Après, pour entrer plus dans le détail, nous, ce qu'on a plutôt fait, c'est essayer chaque semaine d'avoir, là en l'occurrence, une scénariste différente, qui avait justement des parcours professionnels différents, qui ont bossé pour de la série, pour du long, pour du court. Du coup, Claire intervient sur la 3e semaine. On trouve intéressant que Claire intervienne en dernier parce que justement, elle a la casquette à la fois graphique et littéraire. Et donc, ça commençait un petit peu à ouvrir sur la partie graphique. Et voilà, après, en fonction des projets, c'est vrai qu'on essaie aussi... c'est compliqué de trouver le bon coach pour le bon projet puisqu'ils sont tous autant différents qu'il y a de personnes. Donc après, c'est aussi de la chance, on va dire, l'investissement aussi des intervenants, la magie aussi du groupe qui s'est formé. Ça aussi, ça marche bien puisqu'ils sont aussi des retours entre eux. Et c'est tout ça qui va nourrir le travail d'écriture. En vrai, c'est leur discussion, c'est peut-être là, ce soir leur rencontre, voilà, c'est constant, c'est pas figé. Et sans doute que dans 2 mois, peut-être que les histoires ont complètement changé. Et voilà, il y aura des nouveaux rebondissements. Donc très bien, donc en résumé, c'est une phase d'abord d'écriture et ensuite développement visuel. Ouais, c'est ça. Et à la fin, ils pitcheront du coup devant des producteurs pour quand même passer à l'étape un peu plus financière, on va dire, pour monter les projets. Ouais. Puis l'objectif étant, j'imagine, de déposer un dossier auprès du CNC. Du coup, on va les aider après à constituer le dossier CNC et aide à la région d'écriture, justement. Tout le processus classique pour monter des projets d'animation. Vincent, je me tourne vers toi. Est-ce que toi, tu as le même processus d'écriture quand tu développes tes histoires? Est-ce que tu pars d'abord d'une bible littéraire que tu vas ensuite adapter ou est-ce que selon l'œuvre, tu vas travailler différemment? Oui, c'est plutôt la deuxième solution. Enfin, vu que j'ai fait à peu près tous les cas de figure. Ok. Si on parle de Persépolis, comme j'ai écrit le scénar, ciné avec Marjane, donc là, c'est un cas spécial puisque c'est une œuvre que je n'ai pas écrite. Une œuvre en plus sensible puisque c'est la vie de Marjane. À l'époque, bon, elle est fragilisée, voilà, elle est exilée. Donc je marche sur des œufs. En même temps, son livre, pour ceux qui le connaissent, c'est vraiment quelque chose, un récit horizontal. Après, pour l'adapter, on a dû le dramatiser, de rajouter des climax, de bien situer le point d'ancrage du film, c'est-à-dire l'exil. Donc voilà, j'ai trouvé un truc, une sorte de tournure. Je dirais que ça a le même goût, mais c'est pas les mêmes ingrédients. Donc une adaptation pour moi, c'est ça. Donc là, c'est délicat parce que c'est le travail de quelqu'un, il faut le respecter. Que ce soit le dessin et ce qui est raconté, quoi. Mais en même temps, il faut s'investir à ce niveau-là. Enfin là, on est co-réalisateur, co-scénariste, donc il faut y croire un minimum. Et le sujet, en plus, est lourd. Voilà. Après, quand j'adapte mes bandes dessinées, par exemple, c'est plus confortable pour moi, puisque je peux dire aux autres, on s'en fout de ce que j'ai fait avant. Parce que, par exemple, Angelo, c'est un dessin très brut, très lâché dans la bande dessinée que j'ai pu faire. J'ai dit, ça on l'oublie, parce qu'en fait ce qui m'intéresse, c'est pas de reproduire ce que j'ai fait. Moi ce qui m'intéresse, c'est de voir quelque chose de nouveau. Parce que le pire cas de figure, c'est de bégayer sur ce qu'on a fait. Donc voilà, il y a quelque chose à raconter, il y a le fond de ce qu'on a produit, et après il y a en fait finalement on raconte toujours les mêmes histoires. Donc après c'est de trouver un éclairage différent qui fait que bon, ça vaut encore le coup de le raconter. Voilà, moi, l'adaptation en elle-même ne m'intéresserait pas s'il n'y avait pas une nouvelle dimension, quoi. Comme je dis, d'avoir de s'amuser pour aller vite. Parce que faire un film, c'est très pénible. Enfin, au sens où c'est quand même une succession d'échecs permanents, puisqu'on est tout le temps en train de courir après un truc qu'on voudrait faire, enfin, au même titre que la chose artistique, de manière générale. Mais en tout cas, il faut être animé au début d'avoir, de quelque chose de presque de ludique. Voilà, même si le sujet est lourd, mais il faut avoir envie de s'amuser, entre guillemets. Et après, il faut avoir en tête que ça va être ultra pénible.
Ok. Très bien. Bon, c'est très encourageant. Oui, mais pénible, c'est pas un problème. Enfin, je veux dire, l'aspect laborieux, c'est juste un mauvais moment à passer, mais je veux dire, c'est comme, je sais pas, courir et puis de vouloir atteindre un but. Non, mais c'est vrai que c'est une dimension, souvent on n'en parle pas trop dans notre travail, mais il faut être prêt à jeter, refaire, défaire, refaire. Et toi, Claire, toutes tes œuvres, tu les constitues de la même manière ou il y a aussi ce côté singulier qui est propre à l'histoire? Comme tu es très lié à l'illustration, ce que j'ai dit tout à l'heure, est-ce que tu te sers vraiment de ça comme vecteur d'émotion, comme vecteur de sensibilité, de poésie? Tu disais que souvent tu allais chercher l'inspiration à travers un illustrateur. Est-ce qu'il t'arrive d'avoir le processus inverse? En fait, à chaque film, c'est un peu une histoire différente qui se fait. Et je distinguerai un peu deux types de projets différents. C'est soit les projets sur lesquels moi, j'ai vraiment envie d'écrire et c'est assez personnel. Et du coup, là, ça vient vraiment plus de l'histoire, des personnages que j'ai envie de mettre en place à l'écriture. C'est plus vraiment le côté littéraire qui arrive avant l'image et l'image arrive après. Et après, il y a d'autres projets où c'est une envie de collaboration ou alors une commande. Et dans ce cas-là, l'image peut précéder, peut être en amont de l'écriture. Mais disons que sur moi, mes projets, c'est d'abord l'écriture qui vient. Très bien. Pour Yamès, c'était le cas, quoi. Tu as d'abord écrit et ensuite. Non, pour Yamès, c'est l'envie de travailler avec Marine Rivoal, l'illustratrice. Et en fait, à ce moment-là, Marine, elle était gardienne au musée du Louvre. Elle venait de terminer une école d'illustration. Et en fait, elle passait du temps dans le pavillon Sully, là où il y a toute la collection égyptienne. Et elle avait commencé à faire des gravures inspirées des images de l'Égypte antique. Et quand on s'est dit, on va faire un projet ensemble, elle m'a dit, bah tiens, j'ai fait un enfant momie ou des crocodiles, tu choisis. Et du coup, j'ai dit, ah ouais, un enfant momie, trop bien. Et en fait, ce que j'aimais bien, c'est que dans sa première illustration, il y avait un enfant momie, mais il y avait aussi, il avait un petit short, des baskets, et à côté, il y avait sa mère, et ça avait l'air d'être une maman d'aujourd'hui. Et du coup, j'ai bien aimé le côté un peu anachronique de cette illustration, et ça m'a donné des idées pour écrire. Là, c'était vraiment au service de son univers, parce qu'en fait, on a écrit, chaque fois que j'écrivais quelque chose, un synopsis, elle le lisait, elle me disait ce qu'elle en pensait, elle me disait non, là, c'est trop glauque, Claire, tu pars dans tes délires, là. Moi, je veux pas aller là-dessus et tout, donc je réajustais un peu le tir. D'ailleurs, ça en fait un film avec une écriture un peu particulière où on a vraiment travaillé plutôt les ambiances, d'avoir des images assez fortes et une narration qui reste un peu mystérieuse. J'invite les gens, si vous ne l'avez pas déjà vu, à regarder le making-of parce que le travail que tu as fait avec Marine est quand même impressionnant de technicité. Parce que c'est un process qui est quand même très compliqué. Alors là, on est hors écriture, c'est hors sujet, mais c'est quand même un gros boulot déjà d'illustration, de sérigraphie. Ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'il y a une méthodologie. Ouais, c'est pas de la sérigraphie, c'est de la collagraphie. En fait, elle a adapté sa technique de gravure, puisque la gravure, en fait, c'est une technique qui consiste à créer des sortes de bas-reliefs sur une plaque en métal. Donc, on peut le faire soit à l'aide de l'acide, soit à l'aide d'une pointe en métal. Enfin, voilà, il y a plusieurs techniques. Et en fait, nous, on n'avait pas besoin... Enfin, l'idée de la gravure, de l'impression en gravure, c'est de pouvoir faire 100 exemplaires d'une image. Nous, on n'avait pas besoin de 100 exemplaires, on avait besoin de 1 ou 2 exemplaires parce qu'après, on allait scanner les gravures de Marine et les imprimer sur du papier transparent pour faire les pantins et pour faire les décors. Et du coup, en fait, elle a mis en place une technique un peu spéciale, c'est qu'elle a fait des reliefs, pas forcément sur des plaques en métal, mais sur aussi des plaques en plastique, en découpant du scotch. Et en fait, elle a fait des dessins au scotch que vous pouvez voir dans le making-of, avec des sortes de petits reliefs en faisant des épaisseurs de scotch. Et c'est ça qu'elle a ancré comme pour une plaque de gravure et qu'elle a imprimé. Ça nous permettait d'avoir 1 ou 2 impressions, parce qu'après, la presse, en fait, affaissait le scotch et voilà, tout devenait plat et on ne pouvait plus avoir l'impression. Mais du coup, voilà, elle a adapté son travail pour pouvoir travailler assez vite, pour pouvoir faire tous les éléments dont on avait besoin pour le court-métrage. Très bien. Et après, c'était de la stop motion, pour ainsi dire.
Et après, c'est de la stop-mo, oui, c'est du papier découpé sur banc-titre, voilà. Ce qui nous inspirait, c'était le travail de Yuri Norstein, le Hérisson dans le brouillard, puisqu'il avait mis au point une technique de multiplan et qu'il avait des ambiances qui ressemblaient à ce qu'on cherchait. Et alors, du coup, là, je m'intéressais un petit peu à ton travail aussi, Julien. Alors, toi, tu es plus du côté acteur, enfin animateur. L'idée, c'est que tu dois donc te mettre au service de l'histoire. Comment tu fais pour incarner les personnages, pour t'ancrer dans la réalité dans laquelle on te demande de travailler? Alors ça dépend, pareil, ça dépend les projets. C'est vrai que quand c'est un peu l'industrie, très souvent il faut aller vite. Donc on va plutôt aller dans l'efficacité des choses un peu déjà vues, malheureusement. Et ça dépend aussi des réalisateurs et réalisatrices. Moi j'ai eu la chance de travailler full image sur Miru Miru avec Haruna Kishi. D'ailleurs, Claire a écrit un super épisode, Le secret de Chauve-souris, qui est génial. Et, euh, et là, j'ai eu la chance, c'est que le personnage principal, c'est une loutre, et c'est un personnage qui ne parle pas. Du coup, avec la réalisatrice, on a dû écrire un langage corporel, justement, dans l'animation du personnage. Donc, globalement, on avait vraiment préparé en amont euh, tout un dictionnaire de posing et de mini-animation qui permettait à Miru, le personnage principal, de s'exprimer, alors que tous ses amis parlaient, mais pas lui. Et ça, c'est pas courant, surtout en série, qu'on puisse faire ce genre de choses. Donc parfois, voilà, on a des bonnes surprises avec certains réalisateurs, réalisatrices qui comprennent quand même que c'est intéressant aussi d'écrire, entre guillemets, les personnages dans leur façon de se mouvoir. Et ouais, voilà, globalement. Moi, je voulais revenir aussi vers toi, Vincent, parce que du coup, j'ai eu la chance de voir aussi tout le développement visuel de, d'Angelo dans la forêt mystérieuse. Est-ce que tu as dû, sachant que c'était de la 3D, est-ce que tu as été confronté à des défis par rapport à ton style qui est très dessin jeté, un petit peu? Est-ce que tu as dû t'adapter? Est-ce que ça aussi c'était un challenge? Perso, non, c'était pas un challenge, puisque l'idée c'était de transformer de toute façon mon dessin, que ça devienne autre chose. C'est plus troublant pour l'équipe avec qui je bosse, que ce soit le déco, enfin, ou les animateurs, enfin, ou au moment de la création, que je leur dis oui, d'accord, c'est sympa de faire attention à ce que j'ai fait, mais je leur dis on passe à autre chose maintenant. Alors on est là, on se dit oui, bah, c'est génial parce que moi je pourrais pas le faire. Enfin, moi ça s'arrête là. Je me dis bah voilà, j'ai mis en route un truc, c'est transcendé. C'est le travail d'équipe, hein, sans faire de la démagogie. Et quand ça marche, bah, y a rien de meilleur, quoi. Parce qu'en fait, c'est comme si on était multiples. Voilà. Et ça, je pense que, enfin, je le souhaite à tout le monde de vivre ce moment où c'est transmuté. Si vous deviez aujourd'hui donner un conseil vraiment fondamental à des jeunes créateurs qui voudraient se lancer, quel serait-il, Claire? Ben, moi, c'est un peu bateau, mais en gros, de s'accrocher et de continuer à faire des choses et de pas écouter les autres, de pas écouter, de pas écouter les autres dans le sens où voilà, enfin, faire un film, en gros, c'est difficile. On est confronté aussi à une question de budget. Il faut quand même réunir de l'argent pour payer une équipe, pour y passer du temps. Et donc, il y a toujours des gens qui aimeront notre travail, d'autres qui n'aimeront pas notre travail. Mais en fait, il faut continuer tout le temps. Et c'est ça qui importe, parce que c'est comme ça qu'on fait des films. Et si jamais on n'arrive pas à avoir d'argent, ben, on essaye de faire des films seuls aussi. Voilà, enfin, c'est de toujours y croire. En fait, moi, j'ai l'impression que, en fait, c'est pas forcément une question de talent de faire des films ou pas, mais une question de ténacité. Je vois plein de gens qui étaient dans mon école et que j'ai l'impression qu'ils avaient plus de talent que moi. Mais par contre, la confiance, c'est difficile. Et du coup, quand on sort de l'école, si on n'a pas confiance et si on n'arrive pas à s'accrocher, ben, on peut avoir du talent et en fait, on ne fait pas de film derrière. Mais que si on s'accroche et qu'on continue, ben, en fait, on fera des films. Vincent, est-ce que tu aurais un conseil à prodiguer? Eh bien, je rejoins. Oui, enfin, en effet, le plus important, en fait, le talent, c'est certainement quelque chose d'extraordinaire. Mais en fait, si on parle de film, c'est quand même généralement on est obligé de s'entourer, de travailler avec un producteur, enfin, il y a
il y a tellement de... Enfin, c'est tellement multiple au niveau des rencontres, des emmerdes, que finalement, ce qui est important, c'est de finir. Voilà. Et après, il faut bien se dire que la perfection, c'est pas de ce monde, en effet. Et moi, je suis très empirique, donc finir et de se rendre compte que ça aurait pu être mieux, bon, c'est un terrible constat, mais c'est comme ça. Mais c'est d'avoir fini, ça veut dire qu'on peut commencer à nouveau quelque chose. Voilà. Et moi, je fais très attention à la technique, mais c'est pas obsédant chez moi. C'est-à-dire qu'il est important de savoir où on met les pieds quand on demande quelque chose à quelqu'un. C'est pour ça que je m'intéresse toujours à tous les pôles, que ce soit le son, l'image ou peu importe. Je ne deviens pas un professionnel ou un méga technicien, mais au moins je sais où je mets les pieds. Et quand j'ai un rapport de travail, j'essaie de savoir si en fait, tout simplement à qui j'ai affaire. Voilà. Et après, le vrai talent, c'est d'être entouré de gens talentueux. Non, mais après, c'est tout simple. Moi, je travaille avec des gens, par exemple, depuis des années, des producteurs et tout ça, parce qu'il y a toujours cette idée de guerre entre artistes, producteurs et tout ça. Mais en fait, moi, je le vis pas parce que je sais bien que les mecs, ils prennent des risques avec moi, même si Angelo, ça a l'air mainstream et tout ça, mais il n'empêche, il y a toujours un moment de flottement dans un projet. Dès que ça commence ça faiblit, il est bien d'être entouré de gens qui vous connaissent et qui savent que, bon, t'es pas en train de faire n'importe quoi, par exemple. Et toi, Julien, si tu avais un conseil parmi tant d'autres. Ça va rejoindre ce qui a été dit, hein, globalement. Oui, il faut voir des films, toujours des films, plein de films différents. Il faut rencontrer des gens aussi, puisqu'en effet, l'animation, c'est quand même du travail d'équipe. Et voilà, donc quand vous avez des projets, ouais, il faut rencontrer des gens dans des festivals, dans des lieux comme ici. Il ne faut pas hésiter aussi quand vous avez des projets à les faire lire à d'autres gens, à les montrer les images, parce qu'il y a toujours des points de vue différents. Et on a tendance au début un petit peu à garder nos dessins cachés dans les carnets et tout. Je pense que c'est pas le bon moyen. Il faut vraiment essayer d'élargir un peu sa vision, son cercle, son travail. Voilà, et puis comme disait Claire, il faut persévérer, continuer, hein. Il y a aussi le facteur chance qui joue, mais on peut la provoquer un peu en forçant les gens. On va conclure par un mot de la fin. Déjà, je souhaitais vraiment vous remercier d'être venu, de nous avoir accordé du temps pour nous exposer un petit peu votre philosophie et vos méthodes de création. Je tiens à remercier les étudiants de la filière réalisation audiovisuelle aussi, avec qui on a pu rendre cet événement possible. Je vous souhaite une excellente soirée. Nous allons conclure là-dessus.